Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas là. Cette semaine, on va parler Big Data. Il y a beaucoup d'actualités, il y a du Mapper, il y a du Cloudera, Hortonworks. Et cette semaine, on a Steven Leroux avec nous. Salut Jean-Louis, comment tu vas? Ben, ça va et toi? Je pleure. Tu pleures? Je Adoub est pleure. mort, vive Adoub. Adoub est mort. Vive Adoub. Exactement. Bon, tu vois l'actu un peu? Ouais. Alors on a deux principaux sujets, Mapper, Cloudera. Attaquons sur Mapper. On attaque sur Mapper. Est-ce qu'on fait un petit statut de Mapper? Alors je pense que ça vaut le coup de présenter un peu Mapper pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Mapper, c'est une distribution Hadoop, mais qu'on va dire compatible Hadoop. Ce qui différencie Mapper des autres, c'est principalement le fait de ne pas forcément reposer sur les technos Apache, mais d'être compatible au niveau API avec Apache. Si je prends l'exemple, Mapper, quand il propose HDFS, en fait, c'est leur implémentation de ce qu'ils appellent MapperFS, qui est compatible HDFS, ce qui permet du coup de l'avoir en remplacement, en drop replacement, et de consolider avec l'écosystème qui tourne au-dessus de HDFS sur leur solution. Donc, MapperFS, ce qu'il apporte par rapport à HDFS, c'est plus de perf, plus de low latency, plus de achat entre guillemets, parce que HDFS a évolué aussi dans le temps un petit peu, mais voilà, il est un peu plus robuste et surtout beaucoup plus performant. Il était orienté système, il y avait peu de virtualisation, pas de virtualisation, écrit en C++ si je dis pas de bêtises. C'est ça, il faut voir d'où ça vient, c'est-à-dire qu'en fait Mapper à l'origine c'était effectivement résoudre le problème du file, donc des gestions de droits d'accès, etc. Ouais. Ce qu'ils ont porté dans MapperFS. Et c'est là où c'est drôle, c'est que dans ces systèmes classiques, dans HDFS, tu gères tes droits de façon centralisée, et en fait, dans MapperFS, tu gères côté client, en fait, comme sur un file system quand tu viens te connecter, etc. Donc c'est un peu, l'approche est différente, mais ça donne une alternative, ouais. C'est plutôt bénéfique. Hein. Donc il y avait plusieurs limitations à Mapper. Je pense que Mapper c'était pas mal fermé dans son écosystème déjà parce que c'était quasiment la seule distrib à pas avoir un peu d'open source, on va dire. Donc déjà c'était la première chose. Deuxième chose, avec tous ces protocoles, etc., il y avait quand même des incompatibilités. Moi j'ai le souvenir du Impala avec MapperFS où un insert into d'une table faisait un RM du slash de HDFS, donc ça fait quand même fin de MapperFS. Non, c'est une feature. C'est une feature. Donc tout n'était pas complètement compatible. Par exemple, Impala et MapperFS, ça marchait vraiment pas très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le licensing qui était quand même assez important, et puis il s'était pas mal positionné comme hoster of hoster depuis le début, donc c'est-à-dire qu'il s'était mis comme hoster des gros clusters, c'est là qu'ils avaient beaucoup de valeur avec beaucoup d'observability, de sondes et de choses comme ça. Et leur premier client était, en tout cas la target et l'a été, des gens comme Amazon et choses comme ça qui vendaient eux-mêmes des clusters dessus. Sauf que bon, on connaît les loustiques du cloud et ils ont tendance plutôt cloud américain, ils ont tendance plutôt à réduire les coûts et dès qu'il y a une licence API, ils trouveront une manière d'en sortir. Je pense que ça vaudra le coup de refaire un épisode sur l'écosystème américain qu'on peut pas généraliser déjà entre Amazon et GCP, tu vois, c'est pas exactement. Et Azure les aussi, mêmes. c'est encore différent. Et Azure c'est différent, mais si nos auditeurs veulent se faire un premier point de vue, ils peuvent aussi réécouter le dernier Big Data Hebdo de The Clever and the Ugly, je sais plus quoi. Mais, avec Quentin. Avec notamment Quentin et de Clever Cloud et voilà, il y a quelques petites tirades sur la politique américaine, ou en tout cas la politique d'Amazon en termes de gestion d'écosystème, de contribution communautaire, etc. Avec Quentin, il fallait s'y attendre quand même. Oui, mais il a pas tort en fait. Donc épisode 75 de Big Data Hebdo à réécouter. Juste si on continue sur Mapper, donc il y a MapperFS, MapperDB, qui est une DB compatible HBase. Maintenant, compatible HBase, ça veut pas dire que tu peux forcément l'intégrer complètement. Typiquement, si tu as un besoin de coprocesseur ou ce genre de choses, ben, ça va être limitant. Tu peux pas les avoir dans MapperDB. Donc, compatible sur la couche de surface. Et dernièrement, il y avait MapperStreams
Ouais. Alors, il y a toujours, hein, Il y a toujours. Ouais. MapperStreams qui lui est compatible Kafka. Et ça Maintenant, nous comme amène. tu dis, c'est toujours le qu'est-ce qui est compatible et qu'est-ce qui ne l'est pas, et par rapport à ton usage standardisé ou pas, entre guillemets, si tu es sur, disons, la voie principale, ça peut le faire, mais si tu as un besoin un petit peu custom ou sur le côté, bon, bah, potentiellement, ça passe pas. Et donc là, ça nous amène, en fait, quand on décrit cet écosystème de Mapper, on se rend compte que c'est un écosystème très on-prem, entre guillemets. C'est du marché de niche, C'est du marché de clairement, niche. Et la question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas enfermés beaucoup dans le marché de niche, surtout quand ils avaient misé Hoster of Hoster. C'était déjà un petit peu. C'était risqué. Le marché de niche étant les gens qui ont encore du on-prem, maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont aller vers Mapper qui est relativement complexe à administrer, peu de sociétés administrent du Mapper, ou alors est-ce qu'ils vont plutôt se tourner vers des distribs qui sont plus, maintenant qui font 80% du marché, qui sont CDH plus Hortonworks. On y reviendra dans la deuxième partie de l'épisode. Et donc du coup ce marché de niche est peut-être un petit peu en train de se fermer, puis c'est ce qu'on a vu dernièrement avec les nouvelles où ils ont annoncé que le 14 juin, Mapper allait fermer son siège en Californie, qui est à Santa Clara. Et il prévoit un licenciement de 122 personnes sur une boîte qu'on estime à peu près autour de 500 employés, de cet ordre-là, entre 500 et 1000, donc c'est pas négligeable, hein. C'est même assez important, c'est surtout dans l'informatique. Ouais, c'est assez rare de voir des licenciements massifs. Il y a eu Oracle qui a eu dernièrement, qu'on avait fait surtout leur siège. Donc, mais là, c'est leur siège à Santa Clara. Je pense que c'est une question de coût. Il fallait être dans la Silicon Valley pour lever les fonds, et puis peut-être que maintenant, les tours de table étant faits, et restructuration et réduction de coûts, ça vaut peut-être plus le coup d'être là-bas. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, parce que culturellement aux États-Unis, c'est plus une culture effectivement de l'investissement, tu te montres et tu investis, et si tu investis, même si tu perds de l'argent, plus tu investis, ça veut dire que plus tu fonctionnes, etc. Là, c'est vraiment un revirement. Donc, il veut dire deux choses. Soit ils veulent vraiment sauver la boîte en se disant il faut qu'on coupe les coûts et on ne peut plus tenir sur ce... On a vécu trop richement, entre guillemets, par rapport à notre capacité. Soit ça veut dire on va embellir un peu la mariée avant d'envisager un rachat éventuel par soit un gros client, soit une consolidation. Sauf que je suis pas sûr qu'en ce moment Cloudera ou Horton, le merge des deux envisage un rachat de Mapper. Mais bon. Et ce qui est d'autant plus pénalisant, c'est que le patron de Mapper, si je dis pas de bêtises, alors je sais pas comment dire son nom, c'est John Schroeder ou un truc comme ça, le fondeur de Mapper a dit qu'en gros les résultats des trimestres étaient décevants, mais inattendus. Donc ça c'est chaud, Alors. Et de deux, ils ont dit entre autres dû à des reports soudains. Donc là je cite channelnews.fr qui a écrit pas mal d'articles sympas, mais qui dit que c'était surtout des reports de dernière minute de décision d'achat de plusieurs clients. Et je pense qu'en fait le merge Hortonworks Cloudera fait réfléchir les clients sur est-ce que je prends un des trois ou est-ce que je prends le plus gros versus Mapper. Et donc ça a dû faire partie parce que le premier trimestre revient à la merge effectif de Hortonworks et de Cloudera. Alors le truc, c'est mécaniquement, comme c'est un marché de niche, ils signent plutôt des gros clients qui ont des problèmes avec les distributions standardisées, entre guillemets, sur l'Apache standard. Donc ça veut dire que ce marché de niche, c'est potentiellement fluctuant. Un client qui rentre ou un client qui sort, ça a un impact énorme en fait sur ta santé économique. Effectivement, la donnée qu'on n'a pas, c'est pourquoi certains ont délayé entre guillemets leur signature de contrat. La façon polie de le dire, c'est ils ont reporté, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est annulé en fait. Derrière, c'est quoi ? Ils sont passés dans le cloud et ils sont passés chez la concurrence. Je pense qu'il y a aussi la stratégie de Mapper qui est pas très claire parce que bon, on voit Hadoop 3 arriver. C'est difficile, hein, le positionnement Hadoop 3, sincèrement. Je sais pas si tu vois où ça va. Moi, j'ai du mal. Je comprends les concepts où ça veut aller, mais je vois personne se positionner fortement sur le sujet d'Hadoop 3. Ce qui est le problème en fait d'avoir un Cloudera qui est déstabilisé aujourd'hui. Qui va porter le sujet, on a du mal à savoir. Et puis Mapper pour l'instant c'est pas de positionner sur le sujet, sachant que c'est beaucoup conteneurs, etc., très cloud, le Hadoop 3. Mapper, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment positionné sur le sujet. C'est sûr que ça amène un paradigme nouveau, quoi. Côté cloud,
EMR, par exemple, là, ils jouent de leur côté. Complètement. Si on regarde ce qu'a fait Amazon avec OpenDistro, ils sont pas là pour jouer la communauté et Non. puis fédérer et essayer de construire une histoire commune autour d'un projet open source. Donc, clairement, le projet a besoin de lead. Et là, c'est chaud. Et là, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Et ce qui nous amène du coup sur la deuxième news, c'est on parle de lead, Cloudera, Mapper. On enchaîne là sur Cloudera. Eh ben, c'est parti. Écoute, Cloudera. C'est quoi les grosses annonces? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Alors, il n'y a pas eu de prémisse. C'est-à-dire que on avait parlé du merge Horton Cloudera. Ça, c'était en octobre l'annonce, si je dis pas de bêtises. En octobre, il a été effectif au mois de janvier. 31 janvier. Tout semble aller à peu près pour le mieux. Ouais, globalement, voilà, on Il y a regardait des les pertes, shares, mais mais c'est rien de catastrophique, quoi. La boîte fait quand même 750 millions annuels pour sans doute une masse salariale qui lui coûte autour de 350, 400 et des coûts de structure, etc. qui doivent être quand même assez importants. Maintenant, les shares étaient même remontés suite à la merge effective. Ouais. Il y a eu un bon pic en mars où il était revenu à 15 $, même si globalement il était à la descente depuis 5 ans. Regardez ça, il y a eu des pics à 20 $, etc. Mais globalement, on va dire que le average, il était autour de 15-16 et il était revenu à 15-16 au mois de mars. Il y a une dynamique qui était relancée. Il y avait des choses à faire, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Paf le chien. Paf le chien. Paf les deux chiens. Alors, paf les deux chiens, parce que du coup, on a le CEO qui annonce en fait son départ. Et alors, pas CEO n'importe quoi, CEO Tom Reilly. Et founder. Le CEO d'une part et le founder, c'est quoi son nom déjà? Non, alors tu as le founder, c'est Tom Reilly, et tu as le co-founder Michelson, c'est ça, qui est le Chief Strategy Officer. Donc là c'est chaud, le CEO founder se casse, le Chief Strategy Officer se casse, et founder se casse. Donc plus de stratégie, plus personne à bord pour la stratégie. Donc ça revient à la question, Hadoop 3, on fait quoi? On y va, on y va pas? Il va où le marché? Alors, Hadoop, ok, c'est un projet communautaire, c'est un projet open source. Ouais. Maintenant, la plupart, enfin, c'est marrant parce que quand tu discutes avec des gens, des fois les gens te disent oui, mais l'open source c'est des petits gens dans leur coin, c'est la communauté. Non, l'open source c'est énormément porté par des entreprises. D'ailleurs, au board, il y a des gens de Red Hat au board de Cloudera. Il y a des gens. J'ai plus de tête. Il y a Red Hat, il y a une nana là qui vient d'où Deutsche Bank. Ça c'est pas très open source, mais je sais non, plus. ils commencent à faire des trucs un peu. Non, mais il y avait, je sais plus qu'est-ce qu'on avait dans le board, on avait regardé. T'avais différents types de personnes, mais il y avait, je crois, du IBM. Tu dis une bêtise en disant ça. Non, IBM, ils sont plutôt. Le plus significatif, c'est Red Hat. Ouais, il y avait Red Hat. Donc c'est quoi le Red Hat? C'est le VP Product Red Hat qui est dans le board, donc c'est pas n'importe quoi. Ou SVP Product. T'as Intel aussi. T'as Intel qui est dedans. Ok, SAP, il y a du Cisco, il y a du Deutsche Bank. Et puis dans le board, donc on a dit, on va revenir. Donc Tom Reilly, le CEO, était dans le board. Ok, founder. Voilà. Il part. Puis là, qui prend la suite? On s'attendrait à ce qu'une autre personne du board prenne la suite, et en particulier l'ancien CEO de Hortonworks, Rob Bearden, qui est dans le board. Alors, du coup, et c'est pas le CEO de Horton qui prend l'ex-CEO d'Horton qui prend la main, c'est une autre personne, c'est Martin Cole ou un truc comme ça, qui reprend la suite, mais c'est pas l'ancien CEO de Horton, ce qui est hyper surprenant en fait. Alors, après l'autre est là pour gérer l'intérim et donner un peu de stabilité. Gérer l'intérim, d'accord. Maintenant, effectivement, tu pourrais aussi te dire, s'il y a besoin de gérer un intérim, on ne sait pas dans quelle odeur de sainteté l'autre se trouve, tu vois. Ça se trouve, il se pose aussi des questions. Il y a peut-être un état de crise au niveau de ce board-là, pour que le chef de la stratégie parte également, Founder. Alors peut-être qu'effectivement, ils ont peut-être un projet tous les deux. C'est peut-être. Ouais, mais si proche du merge effectif, c'est ça. Alors que la tendance remontait. C'est que quand tu te mets à leur place et que tu as un merge comme ça qui arrive avec un état de marché qui est ce qu'il est, et il y a des choses à avancer quand même. Le merge, c'est vraiment pour faire accoucher une distribution Hadoop globalisée, supportée
d'un point de vue principal par une boîte, normalement, tu as une ébauche d'histoire et tu pars pas au début du truc en faisant l'annonce et je quitte le navire. D'autant que, Jean-Louis, si tu regardes un peu les publications des financières de Cloudera, tu t'aperçois quand même que 2 mois avant l'annonce du départ, Tom Reilly, il s'est quand même pris quelques petits equity. 2 millions. Ouais, en février. Un petit 2 millions. Ouais. Donc, bon. Et ça a été validé par le board, c'est-à-dire que c'était pas une discussion un peu préliminaire en se disant bon les gars, je vous annonce, je vais bouger, etc. Et non, faisons ça proprement. En fait, là, le gars, il était clairement sur le launchpad. Ouais. Et d'un coup, on a l'impression que ça désamorce. Alors, c'est très très bizarre. Et ça s'est fait d'un coup, et puis, c'est l'impression que ça donne. Puis même, si je reviens sur l'ex-CDO de Horton qui reprend pas la main, de sources internes qu'on a, le merge s'est passé d'une manière où en fait c'est pas mal du management Horton qui a remplacé du management Cloudera, qui a pris le dessus sur le management Cloudera, et pas mal des devs Cloudera qui ont repris la main sur les projets Horton. C'est un peu caricaturé, mais c'est de source interne, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. En fait, le merge a l'air assez mal vécu. Assez mal vécu de la part des devs, assez mal vécu de la part du management de Cloudera, qui était plus profitable, qui avait tendance à donner l'impression d'être plus profitable, en tout cas qu'Horton. Et donc le CEO connaît son équipe de direction. Enfin, le CEO d'Horton, l'ex-CEO d'Horton, connaît son équipe de direction, parce que c'est pas mal elle qui a pris la main. Donc c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de gens qui sont... Alors après, ça veut pas toujours dire des mauvaises choses ou des bonnes choses, hein. Il faut voir... il faut toujours mettre en perspective, mais il y a beaucoup de devs qui sont en train de partir parce c'est Hortonworks qui entre guillemets la distribution qui va accoucher. Ça va ressembler beaucoup plus à du Hortonworks qu'à du Cloudera, de ce qu'on comprend, et que les devs sont plutôt des devs Cloudera qui sont restés, donc ça fait un peu bizarre. Ouais, après ça c'est vraiment sur l'aspect tech, mais même sur l'aspect humain, j'ai l'impression que ça manque de sens en fait. Ils ont fait un merge économique, mais que dans la partie management, dans les parties équipe, ouais. Ça manque de sens tout ça, et que les salariés ne s'y retrouvent pas forcément. Et on voit, enfin, ils ont l'air un peu perdus quand même là, en ce moment. Ce qui peut parfois faire du sens. Je veux dire, ça peut arriver de pas forcément se retrouver. Là où c'est plus gênant, c'est quand le CEO et le Chief Strategy Officer quittent le navire et qu'ils étaient les founders et co-founders de la boîte et qui partent avec des severance package de 16 millions, du cash out de 1 million, plus un 2 millions qui s'était mis en février. Enfin, ça fait un peu quitter le navire en prenant tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est un petit peu chaud. Et il y a des pertes en plus. En plus de ça, les pertes. Et l'assurance maladie pendant 2 ans. L'assurance maladie pendant 2 ans, ouais, la Cobra. L'assurance maladie. Non, mais je te rejoins, c'était pas le moment de partir en fait. Ouais, c'est assez stratégiquement, c'est soit il y a une urgence où il y a un gros conflit, et dans ce cas, ça se résout comme ça. Mais le temps d'assainir le merger, entre guillemets, et, enfin, la fusion, et de donner du sens à tout ça, ouais, il faut au moins 1 an quoi, pour nettoyer. Et puis en fait, surtout, t'as un bateau avec un capitaine qui doit donner le cap et donner la nouvelle mission, la nouvelle direction stratégique. Donc là, la stratégie démissionne et l'exécutif démissionne. C'est chaud quand même. Et c'est chaud, les conséquences sont quand même un peu dramatique pour le groupe. Pour le groupe, c'est chaud là, parce que personne ne sait trop comment ça va se passer. Il y a des rumeurs comme quoi Francola, le CFO, peut-être partirait. Il faut des rumeurs non fondées, on doit le dire. Donc on ne... Attends, je coupe ou je coupe pas. Ce ne sont pas à nous de divulguer. Mais il y a des gens qui se posent la question qui sera le prochain, et des gens donnent Francola comme le prochain. Nous, on prend pas parti, on fait juste... Mais en fait, on ne devrait pas diffuser des ragots comme ça. Donc, on ne va pas le diffuser. Ce ne sont pas... On va couper. Non, on ne coupe rien du tout. C'est pas à nous de dire qu'ils fréquentent le... Non, en fait, le truc, ce qui se passe, c'est que
tu sais, il y a eu le marché du big data qui était un peu à son pic. Ouais. Il y a eu une consolidation. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, qui a besoin d'Hadoop? Les entreprises qui ont les vrais problèmes. Puis ils vont dans le cloud, quoi. Alors, d'une, il y a cette tendance-là. Les en fait, les storage, clients intermédiaires qui n'ont pas de contraintes on-prem, effectivement, peuvent aller dans le cloud. Donc, c'est un marché qui s'amenuise un petit peu pour le big data, au moins ces solutions-là. De deux, en fait, il y a aussi des gens qui se sont dit, en fait, une fois que tu consolides, entre guillemets, et que tu rationalises tes besoins, tu te dis que peut-être Hadoop, c'est peut-être pas pour tout, et peut-être que ton data warehouse, il va être sur une autre techno, ou sur autre chose, etc. Que du coup, une fois que maintenant tu identifies un peu mieux qu'est-ce qui fait quoi dans cette bulle-là, le marché global pour Cloudera, entre guillemets, du coup, il s'est un petit peu restreint. Sauf que quand tu as un peu de pertes et que tu as un marché qui est plutôt stable, qui promettait une croissance, ça te met une pression financière et quelque part, est-ce que c'est pas ça qui rattrape un peu Cloudera avec quelque part une ambition et Ouais, mais tu dis peu de dépenses, mais qu'il y avait un autre article chez News encore, qui a beaucoup de bons articles, il disait il y avait déjà plus d'1 milliard de pertes depuis la création. Ok, admettons, ça fait 10 ans que ça existe, donc c'est pas tant que ça. Enfin, c'est pas tant que ça, c'est 100 millions par an si on résume. Mais ce qui est embêtant, c'est que le déficit va s'agrandir, en tout cas les dépenses vont s'agrandir avec la fusion, qui a engendré des coûts assez importants, apparemment de lourdes dépenses. Et ce qu'il disait, c'est qu'ils vont devoir augmenter leurs coûts pour pouvoir atteindre leurs objectifs de revenus. Donc, ce qui n'est pas forcément non plus avec beaucoup de dépenses opérationnelles et tout ça. Parce que le merge technique aussi, ce qu'on discutait, le merge technique doit aussi arriver et demande beaucoup d'ingénierie. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi des analystes qui disent que il y a peut-être le marché du real-time aussi, parce que les cloud providers poussent énormément le marché du real-time, où c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre avec des plateformes traditionnelles. Tout dépend de ta contrainte on-prem ou pas, en fait. Peu importe, le marketing est poussé. Sauf que les entreprises se rendent compte que construire des data centers, c'est pas forcément leur métier, et que l'appétence à aller dans le cloud, elles ont des contraintes locales, et pour celles qui ont besoin de garder du on-prem, elles en gardent, mais massivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de partir dans le cloud. Le point est que la plateforme a mis du temps, et met du temps encore à arriver sur des aspects real-time et streaming. Tu regardes Hadoop, ça met un certain temps, ça a mis un certain temps pour ouais, mais si tu regardes Horton, en fait, ils avaient vraiment fait leur distrib Hadoop classique et HDF de l'autre côté. Mais c'est pour ça que Horton s'en foutait complètement de HDP. Au niveau pricing, les mecs, ce qu'ils voulaient te vendre, c'était des nœuds HDF. Les nœuds HDP, ils s'en foutaient complètement. Et surtout la valeur. Ils ont compris peut-être un petit peu mieux la valeur du streaming chez Horton avec HDF que ne l'a compris Cloudera. Je ne veux pas dire qu'ils sont morts non plus, il ne faut pas exagérer. En fait, le truc du streaming, c'est que la complexité du métier est quand même plus simple. Gérer ton data lake, etc., ça implique tout un tas de problématiques qui sont les gestions de droits, les gestions de catalogues, de data science, d'enrichissement, de définition métier de la data. C'est ça, c'est tous ces aspects-là qui sont cachés derrière le mot big data, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. Le streaming, c'est relativement très simple à côté. Oui, non, mais c'est juste que le marketing... Tu pousses des messages dans une queue, tu mets un framework de stream processing derrière. Ouais, mais c'est le marketing qui pousse le marché. Et le marketing, avant, était donné du big data, semblait beaucoup plus chez Hortonworks, Cloudera, pour dire comment se passait le big data. Là, tu as l'impression que le marketing, la main était reprise par les cloud providers qui poussent ce qu'ils ont envie de voir pousser. Tu vois mon point. Alors ça, c'est pas nouveau. Des choses comme ça. C'est pas nouveau. C'est même... En fait, historiquement, Amazon faisait des produits pour lui et les ouvrait au public. Google faisait pareil. Et j'ai envie de dire, tant qu'il faisait ça, ça marchotait, mais ça n'explosait pas. Pourquoi ? Parce que c'était des produits qui étaient faits pour leur workload et qui ne correspondaient pas aux besoins de leurs clients à eux. Depuis, ça change un peu. Type Spanner ou des choses comme ça. Exactement. C'est bien Spanner, mais qui en a besoin ? Ouais. Et on peut faire pareil avec Hadoop. Hadoop, c'était bien, mais qui en avait besoin ? Et en fait, les gens se sont dit, en fait, moi, j'en ai pas besoin.
mon besoin n'est pas Ou là, pas tant que ça. ou pas Et tant donc- que ça, et du etc. coup, au niveau du nombre de nœuds, le billing il monte très rapidement au niveau du nombre de nœuds. Et tu dis, ouais, je paye une licence qui me coûte plus cher que que 3 mecs assis pour maintenir le nœud, quoi. C'est ça. Donc après, quand tu parles du marketing, tu as raison sur un point, c'est que le marketing pousse énormément le marché, et aujourd'hui, le marketing n'est pas sur le big data. Ce qui pousse en fait les fonds d'invest qui avaient mis Mhm. dans Cloudera ou dans d'autres, Mapper c'est pareil, hein, tu vois. Enfin Mapper était resté privé, mais ils avaient levé un peu d'argent, et du coup je pense qu'ils ont aussi plus de difficultés à relever aujourd'hui. Mais Cloudera par exemple, il y a des gens qui sont sortis. Euh, Ouais, il y avait Frontier Capital Management qui a mis 6,4 millions à l'origine, qui est sorti à 60% de ça. c'est significatif. Ça, alors d'autres rentrent si tu veux, mais ça montre que C'est les gens qui étaient au départ, ils ont dit, bah, à l'époque, voilà, c'est ça. maintenant j'ai fait ma mise ou je reviens à égalité avec ce que j'avais mis. Moi, je pense qu'ils ont fait largement leur mise. Mais là, ils se disent, c'est le moment de faire un exit. C'est le moment de faire un c'est en exit. train de finir. Apparemment, le marketing est sur autre chose, Cube Ouais. ou autre chose, machin. Où il y a, hein. Où il y a. Ce qui est aussi une tendance du alors, marché. il y a blockchain, Docker. Docker. Ouais. Là, on a le trio marketing du moment. Et dans le fond, la data, il y a aussi un truc, c'est que les gens qui ont fait de la prod, enfin qui sont sortis du hype cycle, hein, de toute façon on est sorti du hype cycle sur ces sujets-là, les sujets big data, on est dans le hype cycle pour blockchain, IA et conteneurs, mais on est sorti du hype cycle de Gartner, on est en consolidation complète. Le truc, ce que ça démontre, c'est que les boîtes qui sont passées en prod avec du Hadoop se sont rendues compte que la vraie question n'était pas forcément la techno sous-jacente de récolte des données, etc. La vraie question, c'est comment est-ce que je la valorise cette donnée. Et donc là, c'est toute l'émergence des nouvelles sociétés, type, je sais pas moi, DataIQ, qui est en complète explosion, ce genre de boîtes, qui font que, d'un point de vue métier, l'IA est beaucoup plus dans les investissements, et beaucoup plus regardée. Et ensuite, Cloudera a essayé d'aller dans cette mouvance. Tu regardes Cloudera, qui commence à faire de l'orchestration de TensorFlow, des choses comme ça. Donc tu vois que les mecs, ils veulent y aller, quoi. Ouais, mais c'est ils là où... Ils partent d'un problème d'infrastructure pour aller parler d'un problème de métier, et c'est là où data science. l'approche... C'est assez loin, quand même. Et c'est là où l'approche cloud va t'amener un truc dessus. C'est l'aspect marketplace et écosystème. Complètement, ouais. En fait, tu as tes données dans ton Swift ou ton S3 ou je ne sais quoi, ou mettons même en propre sur ton HDFS mais dans le cloud. Si le cloud provider te propose un écosystème de solutions, tu parlais de DataIQ, ça peut être Dremio, ça peut être Sagi, ça peut être Jupyter, ça peut être n'importe quelle chose qui se branche comme ça sur ta solution, bah, tu n'auras pas ça en on-prem en fait. Et tu l'auras jamais. Donc en fait, tu reviens dans un système qui est moins flexible, moins moderne, avec du coup une dette d'usage, pas forcément technique, mais une dette d'usage, parce qu'en fait, les développeurs ou le marché de l'usage, entre guillemets, est parti sur autre chose. Tu vois, par exemple, Spark, ça a été un peu le cas. Quand Spark est arrivé sur Hadoop, ouais. En fait, au début, c'était Spark versus Hadoop, tout le monde écrivait ça. Ouais, et Spark n'était pas intégré au début. C'est-à-dire que tu avais Hive, tu avais Pig. Pig, malgré ses qualités, un peu souffert, et du coup, Hive a un peu pris le devant là-dessus. Alors, il y a eu Impala, mais qui complète un peu. Je mets ça dans le même panier, si tu veux. Et là, il va ensuite progresser pas mal, mais c'est là où Spark est arrivé à côté en disant coucou, mais en fait nous on prend les données, ouais. Et le framework de traitement il est à côté. Décorrélation compute et storage, c'est ça qui tue Hadoop en fait. Le paradigme de décorrélation des deux entraîne ça. En fait, les données ont grossi plus vite que les besoins de compute. On pourrait le résumer comme ça. Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, Hadoop est né de quoi ? Hadoop est né d'une très inspirée des billets de Google. Ouais, mais on va dire mais pas que. Mais en fait, Google quand même. Ouais, mais c'était aussi un moment de l'histoire de l'IT où en fait le network ne suivait pas la capacité disque CPU. Ouais. Sauf que ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, le network n'est plus forcément le truc bloquant. Le point bloquant, ouais. Beaucoup moins en tout cas. Et les use cases ne sont pas les mêmes, parce que quand tu scannais Internet et que tu indexais Internet, tu allais tout processer à la fin. Là, les boîtes, elles aspirent tout, mais elles ne processent pas l'entièreté de leurs données. Faut bien se dire, tu as de l'incrémental, tu as de l'archivage. En fait,
as beaucoup de transactionnel plutôt que du snap d'un état complet et d'un rescan complet. Donc quand tu fais ça, dans le fond, alors je veux dire, t'aspires des DB, je suis désolé, les transactions de tes clients il y a 10 ans, tu t'en fous en fait. Tu l'as fait une fois pour faire la qualification de ton client, tu vas pas rescanner les 10 ans de DB tous les jours. Donc l'usage est beaucoup plus fin que l'usage à l'origine fait pour scanner le web et des choses comme ça. Et le streaming va encore plus loin. Et le streaming va encore plus loin, ouais. Tu rescannes même pas, quoi. Tu fais à des fins d'archivage. Donc là, du coup, on arrive sur les questions d'object storage. Spark qui a cassé la corrélation compute et storage qui était donnée par le paradigme de Hadoop. Les coûts aussi qui sont décorrélés, les coûts de storage qui sont de plus en plus faibles. Le réseau qui est de mieux en mieux. Le commodity hardware qui a de moins en moins, enfin pas le commodity hardware qui a de moins en moins de sens parce que tu es dans le cloud, donc tu n'as plus la question du commodity hardware qui était un des paradigmes qu'amenait Hadoop avec la virtualisation. Donc puis le côté managé, c'est-à-dire que et le côté managé, t'as pas envie de te prendre la tête. Ouais. Donc tu prends rien que c'était le cluster, on dit manager, mais en fait c'était un cluster. C'est installer un cluster propre avec les bons droits, etc. Ça, t'as pas envie de rentrer dedans. Une fois que c'est bien installé, que c'est propre et que tu fais pas des trucs un peu exotiques, genre HBase, globalement ton cluster il s'en tire très bien. Pourquoi c'est exotique HBase? On fera un épisode sur HBase si tu veux vraiment qu'on fasse un épisode sur l'explosion des régions et tout ça. Ah, pourquoi pas? Vas-y, on fera un épisode spécial. Nous, on le maîtrise bien. Ça. How to break production with HBase. C'est pas très dur. Mais on pourrait faire le même sur Kafka, sur comment casser la production avec Kafka. Kafka. Ah ouais, il y a plein... En fait, c'est même plus facile de casser que... Non, Kafka, ça marche bien quand même. Par contre, on pourra faire un Kafka versus Pulsar. Je sais pas si ça t'intéresse. Je suis chaud. Allez. Mais donc voilà, donc si on revient sur Hadoop, Hadoop 3, donc on sent que ça parle d'orchestration, Kubernetes, Docker, c'est ce qu'on sent. On sent qu'il y a les GPU qui viennent s'en mêler, on entend parler de TensorFlow, tout ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un orchestrateur d'outils, et ça, je suis désolé, les cloud providers le font bien, et ils n'ont pas besoin de payer Cloudera pour ça. Et c'est là que peut-être que, voilà, on ne sait pas trop où est-ce que ça va, et je pense que le marché le sait. Je pense que le Chief Strategy Officer de Cloudera l'a peut-être compris aussi. Ouais, on lui a fait comprendre. Mais même tout en le sachant, tu vois, j'aurais trouvé plus normal son départ dans 6 mois ou un truc comme ça. Histoire de consommer un peu le merge. Mais bon. Bon, il y a quand même des belles choses à faire avec cette boîte-là. Hein. C'est des gens qui sont doués dedans. Ils ont des idées comme... Ah non, puis attends, il faut quand même qu'on se dise un truc. C'est ce qu'on se disait déjà la dernière fois. Hadoop n'est pas mort. C'est-à-dire que Hadoop, dans les boîtes qui en ont besoin, oui. Hadoop résout des problèmes. Encore une fois, si tu n'as pas de problème, effectivement, Hadoop n'est pas une solution pour toi. Mais il y a beaucoup de boîtes qui, maintenant qu'elles sont passées sur Hadoop est là pour les 15 prochaines années minimum. Elles ne vont pas en sortir facilement. Il y a des beaux use cases. Nous, on a plein de use cases en interne, etc. Ça fait Alors d'une, elles ne vont pas en sortir. Et de deux, il n'y a pas forcément de solution aujourd'hui pour qu'elles sortent. Une fois que tu es passé sur Hadoop et que tu as quelque chose qui fonctionne on-prem ou dans le cloud, pourquoi tu changerais? Ok, il y a la force du marketing, mais je veux dire, tu vas pas aller résoudre tes problèmes. Non, mais il y a une partie des problèmes qui ont été résolus, et ça, faut bien se dire. Après, il y en a une autre. Je veux dire, c'est pas fini. Non, puis c'est comme Cube, tu vois. C'est juste que gens qui se disent, le marché s'est calmé. J'ai un besoin, je vais mettre Cube, ça va résoudre mon problème. Cube t'apporte plus de problèmes qu'il ne t'en résout. C'est une couche de management, c'est pas ça qui te solutionne tes trucs. Un cube managé va t'apporter des solutions quand même. Bien sûr, c'est une solution, mais s'il est managé, si tu deviens le manager toi-même, mais c'est pas cube qui t'apporte la solution. La solution, c'est d'abord l'implémentation de ton métier. On est d'accord, mais le fait d'avoir une gestion de l'infrastructure managée avec des environnements répétitifs reste que ça résout un des paradigmes. Mais ça, c'est un choix. Tu vois, il y a des boîtes que je rencontre. C'est un choix qui peut t'arranger ou qui peut te pénaliser. Ah, attends, je rencontre des boîtes. Les mecs, il n'y a pas de Terraform, il n'y a pas Ansible, il n'y a pas Docker, il n'y a rien. Et c'est quoi? C'est à chaque fois les mecs qui reprennent un fichier et ils réinstallent tout à la main. Excuse-moi, la probabilité que ton environnement soit répétitif et que tout soit parfait du premier coup quand tu redéploies ta stack, c'est proche quand même de zéro. Ah oui, tu touches à un autre sujet, mais... Non, c'est pas un autre sujet, non, c'est Kubernetes, c'est moi, Docker. j'en rencontre aussi des gens qui me disent « Ah, j'ai besoin d'un cube ». Je dis « Ok, c'est quoi ton besoin ?» Bah, j'ai un WordPress et une DB.
Non, mais ok. Ouais, ok, bon, bah là, en fait, tu vas te créer des problèmes, vraiment. Ouais, mais mon point est de dire, ça résout un problème, c'est que ça force les gens à faire de l'infra as code, d'aller là-dedans. Ça force les gens à faire des environnements répétitifs. Et Cube ou Marathon ou ce que tu veux au soir, machin, te permettent d'avoir ton infrastructure que tu as fait as code, Hmm. répétitive, Déclarative, déclarative, etc. tu as Ouais. versionné ton infrastructure, tu as seté tes réseaux, tes machins, etc. Alors, le Docker te permettait d'avoir ça en one shot, l'autre ça te permet d'orchestrer plusieurs Docker ensemble avec tes notions de réseau et tout ça. Moi je trouve ça pas déconnant. Ça résout pas ton problème métier, par contre ça peut quand même résoudre tes problèmes d'infra fortement quand même. En termes. Ouais, c'est pas avec un processus que tu vas. Enfin, tu vas pas résoudre tes problèmes internes avec ça. Si tes mecs sont mauvais en interne et font de la merde en interne, ils font de la merde pareil. Mais ça peut aider à structurer le débat, on va dire ça comme ça. Y crois pas. C'est pas magique. Mais, Non, mais c'est pas magique. Mais... non, il y a encore des questions ouvertes sur ces sujets-là. Mais le marché. En fait, là, c'est pareil, le marketing pousse les gens à aller en masse dessus. Certains usages peuvent rentrer aujourd'hui dessus. Aujourd'hui, le besoin stateful, il pose encore des questions. Ah ouais, non, mais ça, complètement. Et quand tu seras stateful, comment tu géreras ton stockage réseau et tout ça. Donc là, aujourd'hui, la logique, c'est de dire, bah, tiens, dès qu'on est stateful, on a un opérateur associé qui va gérer la magie. Ok, mais l'opérateur, c'est quoi ses KPI, c'est quoi ses métriques, il prend quelle décision par rapport à quoi, en fait, même ça doit mûrir. Donc, Oh ouais, mais il y a un champ d'application, parce qu'on parlait d'Hadoop, qui est beaucoup plus large qu'Hadoop, avec des questions qui sont beaucoup plus larges que celles d'Hadoop quand même. donc si on en Je revient, suis un peu plus confiant quand même. si on en revient à notre point, l'idée c'était de dire que les entreprises qui sont sur Hadoop, aujourd'hui, ça résout des problèmes qu'elles ont. Ouais. Et voilà. Et quand tu veux, je sais pas si je prends un exemple, mais faire tes projections de réglementaires dans le métier de la banque, par exemple, et que tu dois répondre à J+1 sur, je sais pas, comment on appelle ça? Bon, je sais plus. On coupera. Tu sais, les actuaires, ils font un truc, ça s'appelle. Profit and loss. Non, c'est quand tu calcules la solvabilité. Ouais. Quand tu veux faire le calcul de solvabilité de tes clients pour savoir si à J+1 tu peux leur accorder un contrat ou pas, si elles sont allées sur Hadoop, c'est parce que sur Mainframe, ça mettait plus d'un jour de calculer ça. Ouais. Donc elles ont découpé ça, etc. Aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu. Elles n'ont pas de grande raison d'en sortir. Et beaucoup de choses sont allées là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un socle de base dans les banques ou dans d'autres grosses boîtes pour justement délayer une partie du métier. Ouais, et puis ça a facilité l'écriture de UDF, de User Defined Functions. Ça a permis Et tout ça, c'est le métier en fait. D'avoir une base commune en fait où tu reviens à la base, tu dis vas-y fais-moi un export CSV puis on n'en parle plus. Bah dans le fond tu dis PG est pas compatible avec MySQL machin de tel truc, je peux pas faire une jointure entre mes systèmes qui sont différents, qui sont pas dans le même coding, qui n'ont pas le même séparateur, ça a résolu quand même des problèmes on va dire de silotage de SI et de DB qui aujourd'hui quasiment personne n'y répond, il faut quand même le dire. Hadoop il désilote le SI et c'est là où les projets Hadoop qui ont su bien fonctionner, c'est les projets qui ont été mis en place dans une logique de désilotage et de manière transverse. Ouais. Ce qui est quand même un challenge parce que quand tu vas dans la plupart des entreprises, tu pars d'un projet, beaucoup, je généralise pas, mais beaucoup de managers ou d'équipes vont te dire bah, nous on est ok d'y aller, mais si c'est chez nous. Ou si c'est à nous, si c'est moi qui manage. Tu vois. Parce que plus je vais avoir des projets, plus je vais être visible, plus je suis un grand manager. Tu vois. Et en fait, moi je l'ai vécu. Hein. Oh oui, aussi. Je donnais un talk d'ailleurs qui s'appelle Rise and Fall of Data Empires, qui explique comment les data office qui se forquent de l'ABI et se montent deviennent les nouveaux bottlenecks. Ah, voilà. Les nouveaux bottlenecks des entreprises en justifiant leur ROI, en faisant de la boulimie de projet, souvent du marketing. Et quand arrivent les vrais sujets post-marketing, en fait, ils deviennent le bottleneck puisqu'ils n'ont pas laissé accès aux données. Et il y a d'autres data lakes qui se montent dans d'autres coins de l'entreprise et puis en fait, t'as pas pété les silos, quoi. C'est ça.
Et tu vois, pour avoir vu au Crédit Mutuel, parce que j'ai bossé là-bas un petit peu, l'intégration qui avait été faite d'Hadoop avait été très intelligente. C'est-à-dire qu'il y avait eu un dialogue qui avait été monté entre le mainframe et Hadoop, ce qui permettait, via ces primitives-là, de déporter dans toutes les équipes qui reposaient sur le mainframe, de déporter leur workload sur Hadoop. Et en fait, la couverture fonctionnelle du mainframe avec les lectures des copies COBOL, etc., qui sont propres au mainframe, était meilleure au Crédit Mutuel Arkea que chez IBM. Aujourd'hui, ça a peut-être évolué, mais à l'époque, c'était quand même... et à l'époque, même pas jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était encore le cas. Donc, peut-être qu'IBM a rattrapé, mais peut-être pas. Et en tout cas, au Crédit Mutuel Arkea, je sais que le projet Hadoop a bien pris, justement, parce qu'il y a eu quelques choix qui ont été stratégiquement très très bons. Il y a une équipe système qui gérait vraiment le projet, mais pour l'infrastructure, et ensuite il y avait des équipes projet au-dessus. Ça a été bien ventilé, bien intégré, si tu veux. Ça vaudrait le coup d'ailleurs de leur faire une petite interview de comment ils font tourner Hadoop aujourd'hui, tu vois. S'ils sont capables d'en parler. Je vais gérer ça. Super, pour un prochain épisode. Bon, c'est le moment de vous quitter. On se retrouve très prochainement. On va, promis, être beaucoup plus... on va dire... on va essayer d'être là dans les prochaines semaines, même s'il y a des événements personnels qui s'en viennent. Mais tu auras du temps, du coup. Ouais, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps. En tout cas, je vais pas beaucoup dormir, ça c'est sûr. Tu n'auras pas de nuit, mais tu auras J'aurai du temps. plus de nuit. Mais on espère de vous retrouver prochainement, de façon plus régulière. On va maintenir le rythme, promis. C'était 6 mois qui ont été 6 mois plein de nouvelles choses aussi dans nos boulots respectifs. On a eu beaucoup de nouveautés que vous allez voir arriver sur le marché. Moi, j'ai quitté la Bretagne. Et Steven a quitté la Bretagne. Steven est venu s'installer de Brest jusqu'à Rennes. Il peut pas dire quitter la Bretagne, le mec. Bon, en tout cas, maintenant j'ai un voisin de bureau qui est fatigant. Donc ce sera plus facile d'enregistrer dans le futur. Voilà, merci à tous, excellente semaine. Bisous. Ciao.